Bonjour et bienvenue à tous sur cette session qui s'intitule « Accélérer l'impact de l'IA dans votre entreprise » avec cette question importante du passage à l'échelle. On abordera effectivement notamment tous les sujets qui tournent autour de la perception aujourd'hui dans les entreprises de l'IA et l'IA générative, notamment quels sont les grands défis que les entreprises rencontrent aujourd'hui, notamment pour ce passage à l'échelle. On a souvent cette question en fait en se disant on en rencontre souvent des entreprises qui ont réalisé un certain nombre de POC, comment elles passent à l'étape de MVP et ensuite au passage à l'échelle. Et là, on voit que certaines, on a atteint une espèce de plafond de verre en fait, qui sera intéressant de débattre avec nos invités. Quelle approche la plus partagée aussi auprès des grands groupes pour passer à l'échelle? En fait, on aura une vision aussi avec Pierre-Alain sur le sujet avec la French Tech Corporate. Pour cela, donc, j'ai demandé à 3 témoins de venir nous parler de ce sujet. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Arthur, de nouveau, tu es membre de la direction générale du groupe Covea, en charge de la transformation du groupe. Et à ce titre, tu nous parleras de la perception et de ton retour d'expérience sur l'IA et l'IA générative au sein de l'entreprise et surtout les facteurs clés de succès, en gros, du passage à l'échelle, qui seront plus des constats, en fait, et une perception. Guillaume Bourg, tu es Head of Enterprise EMEA chez Mistral IA. Alors Mistral qu'on ne présente plus, mais intéressant de partager avec toi ton retour d'expérience, tes constats aussi. On a souvent évoqué ce sujet du passage à l'échelle ensemble. Et puis Pierre-Alain Raffan, Pierre-Alain que je ne présente plus. Donc tu es vice-président de la French Tech Corporate Community, une mission du président de la République. Et à ce titre, tu nous parleras en tant que facilitateur je parle de la French Tech Community, comment elle s'organise pour peser sur la réussite des entreprises et des startups, puisqu'on peut aussi générer des bridges, en fait des ponts, qui peuvent aider les startups aussi à passer à l'échelle à travers des grands groupes. Voilà. Donc, on constate à l'heure actuelle, où on constate les premières interrogations, notamment l'IA, en fait, et l'IA générative. Je veux parler plutôt, est-ce qu'il y a un ROI ? C'est une question qui est face aux investissements qui pèsent aujourd'hui dans les entreprises. Peut-être un retour sur investissement qui se fait attendre. On aura effectivement l'occasion, en gros, de voir que, bien évidemment, l'IA et l'IA générative sont indéniablement des facteurs de productivité, en fait, et de compétitivité. Mais encore faut-il atteindre, effectivement, ce passage à l'échelle réussi. On considère aujourd'hui que moins de 10% des entreprises ont pu atteindre effectivement aujourd'hui ce passage à l'échelle en tant que tel. Et à bien des égards, l'IA est un pilier concret de l'innovation numérique pour augmenter et créer une valeur durable au sein des entreprises. Alors peut-être pour commencer le débat, une question pour toi Arthur. L'IA ou la partie GenAI en fait offre des nouvelles opportunités dans le monde notamment du secteur assurance, tels que par exemple les prévisions, les produits, les chats conversationnels. On va voir effectivement qu'il y a une nouvelle aussi, ou encore l'indemnisation. On constate, nous, dans les études que, en gros, dans le secteur de l'assurance, l'IA pourrait apporter 38% de productivité, ou pourrait augmenter en fait aussi la productivité de 38% à l'horizon 2035. Selon toi, quels sont les principaux défis qu'entraîne l'IA ou l'IA générative dans le secteur de l'assurance et plus particulièrement ce défi du passage à l'échelle? Bonjour à tous, merci Didier pour la question. Alors vous aurez compris, moi je suis le représentant du vieux monde. Covea, c'est MMA, MAF, GMF, des marques que vous connaissez tous, qui ont un peu plus de 11 millions de clients et qui ont l'habitude de toujours faire la même chose depuis des années et que ça se passe relativement bien. Et donc pour répondre à ta question Didier, évidemment comme tout le monde, la vague de l'IA et en particulier de l'IA générative est venue nous heurter de plein fouet. Et donc on s'est demandé où est-ce qu'on pouvait en mettre. Alors je ne sais pas si tout le monde l'a en tête, mais un groupe d'assurance en fait ça fait tout. C'est à la fois des métiers du droit, des métiers du chiffre, c'est à la fois de la relation client au moment où on vient capter le client, mais c'est aussi des relations de très long terme, où on vient multi-équiper le client, où on vient gérer ses sinistres, où on vient gérer aussi, faire une forme d'asset management, enfin, pour les entreprises qui ne les ont pas revendus à BNP Paribas. Et donc, nous, finalement, partout, on pourrait mettre de l'IA et on voit bien que si on était complètement numérisé, on serait capable probablement de gagner 38% de productivité. En fait, la question se pose un peu différemment chez nous, c'est de se dire, voilà, j'ai quelques grands usages qui vont se matérialiser, j'ai l'automatisation,
j'ai tout ce qui est gestion documentaire, j'ai le conversationnel, comme tu le dis, et puis j'ai du prédictif, dans lequel tu peux éventuellement mettre mon pricing, mais où tu peux aussi aller regarder tous les grands changements climatiques et la manière dont ça va nous impacter. Mais une fois que j'ai dit ça, je suis confronté à une réalité très simple et très terre-à-terre, qui est que j'ai trois marques anciennes, trois marques qui ont des systèmes de gestion de documents, des systèmes de gestion de la donnée qui sont différents, qui sont toujours à la limite de l'obsolescence, parce que c'est comme ça que fonctionne le monde de l'assurance. On est un monde avec une marge opérationnelle relativement faible et on ne peut pas se permettre d'être à l'état de l'art sur tout le temps. On tire jusqu'à la corde un peu tous nos systèmes. Et donc, si tu veux, le gros enjeu pour nous, une fois qu'on a compris qu'on avait des usages littéralement partout, c'est de se dire où est-ce que je peux vraiment faire quelque chose et où est-ce que je peux faire quelque chose que je vais passer à l'échelle. Parce que nous, les proof of concept, on a l'habitude d'en faire et qui ne s'industrialisent pas et on ne veut pas le refaire là-dessus. Et donc là, on essaye d'avoir vraiment une approche proof of value beaucoup plus forte. Mais pour ça, il faut que j'arrive à trouver des endroits où ma maturité interne est assez forte pour venir mettre ces briques hyper modernes de GenAI. Merci Arthur. Question pour Guillaume. En fait, on a souvent débattu avec Mistral de ce sujet en disant quand est-ce que les entreprises passent à l'échelle. Encore faut-il peut-être qu'on essaiera de donner une définition de ce que c'est que ce passage à l'échelle, parce que j'ai l'impression que le glossaire n'est pas partout le même. Mais selon ton expérience au sein de Mistral, vous constatez un certain nombre de ces sujets. On passe du POC au MVP, au passage à l'échelle. Quels sont pour toi les gros challenges que tu rencontres dans les entreprises pour l'adoption, alors surtout de l'IA générative en ce qui te concerne? Merci Didier. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, d'abord peut-être un constat, c'est de rappeler que cette technologie, elle est devenue accessible très récemment. Ça fait très longtemps que ces modèles-là sont développés, mais l'arrivée de la GenAI, c'est octobre 2022 à peu près. Donc c'est quand même extrêmement récent. On n'a jamais parlé de passage à l'échelle 2 ans après l'apparition d'une nouvelle technologie. Donc il faut raison garder sur ce sujet-là. Maintenant, effectivement, depuis un peu moins de 2 ans, l'enjeu pour toutes les entreprises, c'était de prouver que ça fonctionnait. Et la manière de le prouver, c'était surtout des approches chatbot sur des solutions disponibles sur étagère, type Copilot ou accessibles via des API dans le cloud. Et on ne se concentrait pas du tout sur tous les autres sujets qui sont des sous-jacents hyper importants pour passer à l'échelle, encore faut-il le définir. Mais le passage à l'échelle, en fait, il commence par le passage en production. Et donc, on voit 4 challenges qui, à mon sens, sont les plus importants à tacler. Le premier, c'est celui du coût. Quand on teste, quand on fait du POC, en fait, ça coûte quasiment rien parce qu'on paye, vous payez à l'usage. Vous le testez sur quelques centaines, quelques milliers de personnes, ça ne coûte pas très cher. Quand on le passe à l'échelle sur 100 000, 150 000 personnes, ce n'est pas du tout la même histoire. Et donc là, les gains de productivité doivent être suffisamment importants pour couvrir ces coûts, qui sont des coûts de modèle, mais aussi toute l'organisation qui vient autour. Et donc probablement que la réponse, c'est des plus petits modèles optimisés pour les cas d'usage spécifiques. Le deuxième sujet, c'est le sujet du contrôle. Quand vous faites un chatbot pour vos collaborateurs, évidemment qu'il faut avoir un niveau de contrôle, mais le niveau de risque, il est quand même assez faible. Il n'est pas exposé à vos applications internes les plus sensibles, cœur métier. Ils ne sont pas exposés, en tout cas pas encore beaucoup, notamment dans l'industrie financière, à vos clients. Par contre, dès qu'on s'amène vers ces sujets-là, il faut avoir un gros niveau de contrôle, donc la capacité à maîtriser le modèle, à le monitorer, à mettre en place les garde-fous pour s'assurer du comportement du modèle, qui n'est pas déviant par rapport à ce qui a été défini. Et tout ça, en fait, c'est pas trivial et il n'y a pas encore beaucoup d'outils sur étagère qui existent. Le troisième sujet, c'est celui de l'adoption des collaborateurs. On s'aperçoit que pour beaucoup, ça va quand même changer. Vous avez tous certainement déjà utilisé ce type de technologie. Ça peut quand même significativement changer la manière dont les gens travaillent. Le risque, c'est qu'avec un rythme d'adoption qui se compte non plus en plusieurs années, mais en quelques mois, il y a quelques personnes qui restent sur le bord du chemin. Et ça peut être un vrai problème pour l'adoption dans les grandes entreprises. Et le dernier sujet, et c'était je trouve que Arthur, tu l'as brillamment souligné, c'est la donnée. La donnée, vous savez qu'on dit que c'est le fuel de la GenAI. Si vous avez de la donnée de mauvaise qualité, qui est silotée, qui n'est pas accessible facilement, en fait, les modèles ne seront pas capables de vous sortir des résultats corrects. Et donc vous n'en tirerez aucune valeur. Et ce qu'on voit, nous en tout cas, côté Mistral, c'est que l'adoption la plus rapide qui est faite par les entreprises sont
ce sont les entreprises qui depuis des années ont travaillé sur la mise en qualité de leurs données, sur les pipelines, sur les data warehouse, de manière à pouvoir nourrir beaucoup plus facilement les modèles, qui posent par ailleurs la question, j'en parlais tout à l'heure sur l'autre scène, de l'hébergement. Aujourd'hui, quand vous prenez un modèle, sur les modèles commerciaux du marché, la plupart du temps, vous prenez un cloud provider qui va avec. Et c'est tout à fait OK si vos données sont dans ce cloud provider. Par contre, si vos données n'y sont pas, ou qu'elles sont dans plusieurs endroits, dans vos data centers ou dans différents cloud providers, là, ça vous force à amener la donnée au modèle, alors que pour tout un tas de raisons de sécurité, de gouvernance, de coûts, parce qu'il y a des flux de données, ça devrait être le contraire. Le modèle doit venir à la donnée, où qu'elle soit. Merci Guillaume. En fait, il y a quelque part, dans une première définition du passage à l'échelle, c'est peut-être aussi le fait d'avoir la synchronisation un peu cadencée de l'impact de l'IA, c'est-à-dire revoir l'organisation peut-être de la DSI ou de l'organisation même des métiers. Tu le disais, revoir les méthodes de travail, voir comment l'évolution des compétences se font, en fait, les impacts sécuritaires aussi éventuellement. Et toutes ces axes de travail concourent en fait à l'atteinte et à la réussite effectivement du passage à l'échelle quelque part pour permettre effectivement de le déployer. Justement, Pierre-Alain, comment les membres justement de la French Tech, et on en parle aussi régulièrement ensemble, ont accueilli cette révolution de l'IA. Je précise, tu vas rappeler la mission de la French Tech Corporate Community, en fait, qui est l'approche la plus partagée aussi chez les grands groupes pour les aider à passer à l'échelle. Je pense que c'est important parce qu'on a beaucoup aussi débattu sur ces sujets-là à Bercy. Et on voit bien que là aussi, il y a beaucoup d'interrogations de fond sur effectivement comment j'arrive à intégrer aussi, ça fait partie du passage à l'échelle aussi, ces startups un peu innovantes, et les intégrer dans des groupes comme celui, par exemple, d'Arthur. Ouais. Merci encore pour l'invitation, Didier. Donc la French Tech Corporate Community, c'est vraiment un hub, c'est une mission du gouvernement qui a été créée à l'époque par... et je lui rends hommage à Bruno Le Maire, Cédrico et Agnès Panay-Runacher. Et la volonté, c'était que les grands groupes français, dans un premier temps, puissent créer des communs, donc travailler ensemble pour pouvoir être meilleurs, ce qu'on ne faisait pas forcément par le passé. La chose dont on se rend compte, c'est que dans ces grands groupes, l'IA n'est pas une révolution. C'est une évolution parce qu'elles ont des organes de veille, il y a beaucoup de moyens qui est fait. Et je n'ai pas croisé un CDO, un CTO ou autre qui a bondi de sa chaise quand il a vu arriver l'IA générative. C'est quelque chose qui est connu, je pense, pour les plus spécialistes d'entre vous. Sur ce sujet, par contre, et je vais rebondir sur ce que disaient Arthur et Guillaume, il y a une différence entre la maturité des décideurs et des décideuses et la maturité de l'organisation. Et c'est ce sur quoi on travaille en commun, parce que ce que disait Guillaume à l'instant, c'est pas parce qu'on a les meilleures technologies que mon orga est prête à transformer et à passer l'essai. Et donc dans l'évolution qu'il y a eu sur les IA descriptives, prédictives et génératives, le sujet principal est donc l'accès forcément à cette donnée. Mais il y a ce que tu as évoqué à l'instant, l'aspect culturel, parce que c'est quelque chose qui peut faire peur. Si vous regardez les médias, le premier réflexe est l'IA va vous remplacer, on va remplacer votre métier. Forcément, il y a des organisations, et des organisations même syndicales, qui freinent des deux pieds en disant organisons une transition vraiment globale, justement pour préparer l'ensemble de l'organisation. Ensuite vient le sujet, ce que vous disiez, sur le retour sur investissement. Donc le sujet du ROI, on n'a pas de recul encore. C'est pour ça qu'au sein aussi de la FTCC, on a lancé un chantier, un groupe de travail exclusivement là-dessus. Il y a le retour sur objectif et le proof of value sur ces sujets. Et enfin, de ce qu'on peut regarder, c'est au-delà du contexte économique et concurrentiel, donc les grands groupes ne se lancent pas comme ça, comme des béliers dans le sujet. Il y a le sujet réglementaire. Je pense que je ne vais rien apprendre à Mistral. Il y a une attention particulière sur les discussions qu'on doit avoir avec toutes les chambres, que ce soit au niveau national ou continental en Europe, pour s'assurer qu'à partir du moment où les investissements sont faits, qu'on a les meilleures technologies, qu'elles puissent déjà être utilisées, et qu'il n'y ait pas un contre-discours entre le réglementaire et ce qui peut se passer au niveau économique. Donc c'est ça la valeur aussi de la French Tech, c'est d'arriver à réunir tout ce beau monde autour de la table pour avancer sur ces sujets. Merci Pierre-Alain. Arthur, juste pour revenir effectivement sur le retour d'expérience et ton constat au sein d'un grand groupe comme
comme Covea, on constate que seulement 10%, et on va dire que c'est une courbe de maturité comme une autre, en fait, hein, dans le secteur assurance, aurait industrialisé l'IA. En fait, je parle alors plutôt en Europe. Aujourd'hui, quels sont les principaux freins, en fait, qui empêchent un secteur, par exemple, comme l'assurance, d'industrialiser l'IA? Parce que, comme tu le disais, les usages sont qualifiés. Voilà, les POC ont été réalisés. On peut commencer à s'interroger effectivement sur l'organisation. Je précise que souvent, d'ailleurs, on l'a évoqué, Guillaume, tu l'as évoqué, est-ce que l'IA ou l'IA générative peut être travaillée ou déployée sans cloud? C'est une vraie question. Parce que... La réponse est oui, hein. Enfin, nous on le fait. Ouais, non, mais bien sûr. Mais voilà, comme on le dit, pas d'IA, sans cloud, ni data, ni IA, pas de chocolat, en fait. Hein, c'est un peu l'expression favorite de ce qu'on entend aujourd'hui. Mais est-ce que tu peux justement nous exposer un peu les freins qui empêcheraient effectivement cette industrialisation et ce passage à l'échelle, et surtout un tour d'horizon, en fait, quelque part dans Covea, des premiers retours d'expérience que vous avez eus sur le sujet? Oui, alors moi, dans un groupe d'assurance, je vais évacuer assez rapidement le réglementaire. Nous, on a l'habitude d'être extrêmement régulés, on a l'habitude d'avoir des régulations qui changent régulièrement. Le fait que la data et son usage soient régulés, pour nous, c'est entièrement naturel. Si vous voulez, j'ai déjà des données de santé extrêmement sensibles qui sont ségrégées. J'ai l'habitude de traiter de la donnée et donc de m'habituer à prendre en compte cette externalité. Non, je crois que le premier frein, déjà, c'est de réussir à aligner tout le monde. Quand vous êtes une équipe dirigeante d'un grand assureur, vous avez, je pense comme dans tous les groupes, 3 forces un peu différentes qui s'appliquent. Vous avez, alors chez nous, c'est des administrateurs parce qu'on est mutualiste, mais sinon des actionnaires, qui vous disent « Oh là là, j'ai lu que ça allait être exceptionnel, qu'est-ce que vous faites sur le sujet? Il faut aller très vite. » Ensuite, vous avez quand même des collaborateurs qui viennent vous voir et qui vous disent moi j'aimerais beaucoup ne plus avoir à faire certaines tâches qui m'embêtent, mais je veux absolument être certain de garder mon job. Et puis vous avez une équipe dirigeante qui vous demande mais finalement est-ce qu'il y a un ROI là-dessus? Et donc vous êtes en train de regarder à aligner 3 personnes qui ne regardent pas dans la même direction, avec une 4e contrainte qui est celle du système d'information. Et donc je crois que l'idée principale et le premier frein, c'est déjà de se dire, est-ce que je peux mettre quelque chose d'aussi récent, comme l'a dit Guillaume, est-ce que je peux investir dessus? Est-ce que ça va me donner quelque chose dont je suis capable de mesurer les effets et de m'en assurer? Et c'est vraiment ça le frein principal. Et donc nous, ce qu'on a fait, on a fait quelques passages vraiment à l'échelle industrialisée et on a utilisé des petites marques du groupe. Moi, le plus bel exemple qu'on a, c'est on a un service de protection juridique. Donc ça, c'est cette garantie qui vous dit que vous pouvez appeler un juriste si jamais vous avez un problème d'ordre juridique ou un litige. Eux avaient une base jurisprudentielle extrêmement bien faite dans laquelle il était compliqué d'aller chercher, ou alors on allait chercher de manière statique. Et bien là, prendre un LLM et puis être capable de le surentraîner sur ces données-là et donc d'aider nos juristes à répondre plus rapidement avec une bonne base jurisprudentielle interne, ce qui est utile pour nous parce qu'on est les plus grands sur le marché français, ça a bien marché. En revanche, à la sempiternelle question de est-ce que le pricing de l'assurance, vous allez le passer en Gen AI, la réponse est non. En tout cas, pas à court terme. Mon système marche bien, il est relativement peu coûteux et il y a peu de marge à se faire vu le système de contraintes qui est quand même qu'on doit proposer de l'assurance à tout le monde et de manière mutualisée. Et donc voilà, moi c'est dans cet environnement-là que je juge à chaque fois. Est-ce que j'ai la donnée? Est-ce que les collaborateurs vont le vouloir? Est-ce que je vais pouvoir démontrer un peu de valeur sans m'entraîner dans « je vais vous donner un ROI hyper précis ». Sinon, je vais rentrer dans une grille de pricing qui va toujours être défavorable à l'IA vu la marge d'incertitude. Et puis après, faire des tests à l'échelle, mais dans des petites unités pour aller prouver au reste du groupe qu'on peut le faire. Je peux rebondir? Oui, bien sûr. Oui. En fait, c'est intéressant parce que donner un ROI avant d'avoir commencé à tester, en fait, c'est quasiment impossible parce qu'en fait, c'est une technologie qui est empirique. En fait, quand vous lancez un chatbot ou une application, vous ne savez pas si vous l'exposez à, mettons, 100 000 personnes. Sur les 100 000, combien vont l'utiliser? Combien de fois par jour? Quelle quantité de données? Et comme les business models, les modèles commerciaux des grands fournisseurs de modèles sont basés sur la quantité de données qui entrent et qui sortent des modèles, en fait, ça dépend de l'usage. Et donc, le seul moyen d'avoir des chiffres, c'est de faire des vrais proof of value pour ensuite extrapoler et ajuster dans le temps. Donc répondre à la question du ROI de manière très affirmative et ferme est quasiment impossible en amont. Par contre, et je pense que quelques-uns comme Klarna l'ont prouvé, il y a plus de risques à ne pas faire qu'à le faire.
Et probablement que la différence par rapport aux autres technos qu'on a pu voir dans les 20-30 dernières années, c'est que vous connaissez cette courbe d'adoption avec les early adopters, late adopters, etc. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des early adopters qui, pour une prise de risque limitée, sont capables de capter une grosse partie de la valeur sur leur marché. Et encore une fois, l'exemple de Klarna est assez frappant. Merci Guillaume. Justement, une question pour toi, parce que on voit bien que ce qui peut empêcher aujourd'hui, on constate nous le passage à l'échelle, c'est l'évolution beaucoup trop rapide de l'innovation autour de l'IA. On a vu qu'on a eu encore des annonces cette semaine en fait d'une IA douée de raison qui viendrait rendre, enfin, tu vois de qui je veux parler. Et en même temps, on voit bien que plus l'IA se déploie, en fait, on va parler là des fameux modèles MML, en fait, enfin de tout ce qui est effectivement aujourd'hui dans la plupart dans les grands principes qui doivent guider aujourd'hui les entreprises quant au choix des modèles, parce que on oublie très souvent que même quand on joue, effectivement, quand on travaille avec de l'IA ou l'IA générative, on a ces fameux, alors j'ai appris ça, les fameuses hallucinations. C'est-à-dire qu'ils sont en nombre, on arrive à factoriser ça, de 17%. D'ailleurs, dans le secteur de l'assurance, si je fais une corrélation avec un groupe d'assurance comme celui d'Arthur, c'est-à-dire la capacité à l'IA de ne plus pouvoir interpréter correctement les datas et on la laisse partir. Finalement, elle interprète elle-même ce qu'elle a envie de comprendre. Et donc ça, sur les natures juridiques, d'ailleurs, on voit bien que le nombre d'hallucinations du fait des données qui sont plus ou moins disponibles sur le marché, ça dépend aussi là des bases qui sont disponibles sont vraiment flagrantes. Donc on voit effectivement que cette partie accélération des modèles, des technologies, de l'innovation peut être quelque part quelque chose qui peut empêcher les entreprises d'accéder à ce passage à l'échelle. Ton point de vue, Guillaume? Oui, absolument. Enfin, pour moi, étant dans cette industrie, elle me paraît claire comme de l'eau de roche, mais je présume que d'un point de vue extérieur, ça peut ressembler à une jungle. Il y a plein de fournisseurs de modèles qui chacun ont tout un tas de modèles avec des noms en plus un peu barbares. Et toutes les semaines ou tous les mois, il y a des nouveaux modèles qui sortent et qui rendent les anciens obsolètes. Je pense qu'il y a quelques principes à garder peut-être en tête quand on s'approche de ce monde-là. Le premier, c'est qu'il n'y a pas un modèle pour gouverner tous les cas d'usage. Il faut choisir le bon modèle pour le bon cas d'usage en gardant en tête que c'est toujours un équilibre entre deux choses qui sont la vitesse et la capacité de raisonnement. Grosso modo, si je simplifie, les modèles les plus gros, on parle en milliards de paramètres, donc on va dire le nombre de connexions neuronales dans un modèle statistique, qui sont des modèles statistiques, je le rappelle, c'est de la proba, c'est des maths. Il n'y a pas d'âme dans un modèle, il n'y a pas d'intelligence au sens humain du terme. Et plus le modèle est gros, plus il aura des capacités de raisonnement avancées, plus il aura la capacité de synthétiser, d'aller chercher des informations précises dans des grands corpus de texte. Mais aussi, plus il sera lent et plus il coûtera cher. Et ça, c'est complètement OK pour un certain nombre de cas d'usage pour lesquels la vitesse n'est pas un problème. En revanche, pour certains cas d'usage, ce qui compte, c'est la vitesse. C'est-à-dire qu'il faut des plus petits modèles, par exemple tout ce qui est cas d'usage client. Quand on parle d'un chatbot qui est exposé à des employés, c'est pas très grave s'il prend quelques dizaines de secondes de plus pour répondre, mais quand on est face au client, ça compte. Et donc typiquement, si je prends un exemple de cas d'usage, tout ce qui touche au chatbot lié de près ou de loin à des clients, c'est plutôt pour des petits modèles qui font quelques dizaines de milliards de paramètres, qui coûteront aussi beaucoup moins cher, puisque la taille d'un modèle est directement liée à son coût. Plus le modèle est gros, plus il faut une grosse infrastructure. Et on parle d'un modèle, on parle donc de H100 qui sont des GPU de Nvidia ou d'autres fournisseurs d'ailleurs. Ça coûte littéralement des centaines de milliers d'euros par an pour quelques machines. Donc c'est toujours un équilibre à trouver entre les deux. Et le deuxième sujet, c'est choisir entre différents paramètres que le marché offre. Il y a l'open source versus les modèles commerciaux. L'open source, c'est libre d'usage. Mais par contre, ça vient sans support, sans aide, sans garantie, sans outils additionnels. Est-ce que vous voulez du white box versus du black box? Alors, ce qu'on appelle, nous, white box versus black box, c'est un black box, pour nous, c'est une API. Une API que vous allez utiliser sur des plateformes bien connues. Vous savez ce que vous donnez au modèle, vous savez ce qu'il vous rend, vous ne savez pas ce qui se passe au milieu. Et pour l'industrie financière, notamment l'assurance, on a besoin d'un certain niveau d'explicabilité. On peut demander au modèle de citer ses sources, on peut vouloir spécialiser le modèle. Et pour ça, c'est quand même beaucoup plus rassurant et sécurisant d'avoir ce qu'on appelle du white box. Et nous, c'est le choix qu'on a fait. On a des modèles open source, on a des modèles commerciaux, parce qu'on n'est pas on a besoin de gagner de l'argent quand même. Ça coûte extrêmement cher de développer des modèles. Mais ces modèles commerciaux, on les a mis sous licence recherche libre sur Internet, en se disant, en fait, tout usage commercial doit nous rapporter de l'argent. Par contre, un usage académique de recherche
n'a pas à payer pour l'utilisation de ces meilleurs modèles, qui font partie des meilleurs modèles au monde. Et quoi qu'il en soit, même si une entreprise paye pour utiliser ces modèles, ils ont accès aux modèles, ils peuvent soulever le capot, voir ce qu'il y a dedans et avoir un niveau d'explicabilité qui est beaucoup plus avancé. Donc, si je reviens à mon propos de tout à l'heure, l'enjeu, c'est de savoir, en fonction des cas d'usage, de la complexité, de la sensibilité, et du niveau de contrôle que vous voulez avoir, vous pouvez les positionner sur une matrice et savoir quel type de modèle vous voulez utiliser. Si vous avez un cas d'usage qui n'est pas très sensible, que vous déployez à vos collaborateurs, vous pouvez très bien prendre une solution sur étagère avec de la GenAI intégrée dans un SaaS. Par contre, si vous allez sur votre cœur de métier assurantiel pour, je sais pas moi, le métier des actuaires, là, vous voulez un niveau de contrôle qui est avancé. Vous le mettez chez vous, vous voulez pouvoir spécialiser le modèle et vous voulez pouvoir le contrôler. Donc, c'est toujours ce choix à faire. Il n'y a pas de bonne réponse. C'est un trade-off. Merci Guillaume pour ces précisions. Moi, on pense effectivement que l'avenir, il est plutôt sur les modèles de plus en plus spécifiques quand on touche le domaine de l'assurance, différents secteurs d'activité. On voit de toute façon se spécialiser en fait, en gros, le développement des modèles en tant que tel. Question pour Pierre-Alain, en fait, sur quels sont finalement le partage au sein des grands groupes que vous constatez à la French Tech et comment la French Tech s'organise justement pour pouvoir permettre en fait à ces bonnes pratiques, on va dire, autour d'un éventuel passage à l'échelle pour pouvoir effectivement développer en gros ce lien entre les startups et les grands groupes et travailler dans une co-construction qui permet justement soit aux grands groupes ou aux entreprises, en fait aux startups, de passer à l'échelle quelque part. L'un et l'autre ont besoin quelque part de ce lien en fait. Oui, tout à fait. Non, l'état d'esprit, c'est déjà s'inspirer de ce qui fonctionne dans les grands groupes pour le partager au plus grand nombre, donc la création de communs. Et la genèse de cette mission, c'est qu'on s'est inspiré de ce qui fonctionnait déjà dans un grand groupe. Je vois Luc Barneau de la BPCE, il y avait un club innovation où ils allaient chercher tout ce qui fonctionnait, justement pour apporter de la valeur au groupe. Et en fait, Nicolas Guérin, qui pilotait ce sujet-là, a proposé cette mission à l'État. Et là, le but, c'est de s'inspirer de tout ce qui fonctionne, stream par stream dans les grands groupes, ou s'inspirer parfois des erreurs. On sait qu'il y a des choses qui n'ont pas marché, et bien de prévenir tout l'écosystème, ça n'a pas fonctionné. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est comment faire en sorte que les grands groupes commandent de plus en plus de ce qui fonctionne en France. On a fait un observatoire l'année passée, on s'est rendu compte qu'il n'y avait que 3% des budgets des grands groupes qui étaient alloués à la commande de start-up françaises. Bon, je pense qu'on a une marge de progression qui me paraît assez intéressante. Et l'idée, c'est d'aller, nous, chercher au sein de la mission tout ce qui fonctionne et de le partager au plus grand monde. On fait un appel, hein, si vous voulez nous rejoindre, c'est très simple. Soit vous allez sur FrenchTechCorporateCommunity.fr, soit vous m'ajoutez sur LinkedIn, vous m'écrivez et on vous intègre dans les groupes de travail et toutes ces grandes discussions. Super, très bien. Pour terminer juste, on va peut-être laisser 2 minutes en fait s'il y a des questions dans la salle. Mais j'ai une question un peu collective à vous trois. Donc finalement, pour vous, en 2-3 mots, quels sont les facteurs qui pousseraient une entreprise à accélérer son passage à l'échelle sur l'IA? Si toutefois c'est la bonne question, bien évidemment, vous avez compris, c'est bien plus complexe que... Je commence par toi, Arthur, en fait. Nous, je pense qu'on n'en est pas encore complètement au stade de la conviction. On est un métier de savoir-faire et on a du mal à mesurer sur le temps relativement long de ce que l'IA peut faire. En clair, si je prends une équipe d'indemnisation, que j'automatise une grande partie de ces tâches avec de l'IA, à court terme, je vais sûrement avoir un gain d'efficacité, mais est-ce qu'à moyen terme, je ne vais pas perdre en savoir-faire et avoir quelque part externalisé ce qui faisait ma différence sans même avoir la capacité de le rattraper ou de la réinternaliser de manière simple. Donc moi, ce qui me manque, c'est quand même de la proof of value humaine aussi, et le fait que ça a vraiment augmenté pas seulement le collaborateur, mais aussi l'équipe et la manière dont elle travaille. Intéressant, Guillaume. C'est une techno qui évolue extrêmement vite. Il y a une courbe d'apprentissage qui est complètement incompressible. Il n'y a pas d'algorithme de compression de l'expérience. Et donc, aujourd'hui, on a des modèles statiques qui sont assez simples. C'est des chatbots pour la plupart. Hein. On leur pose une question, on a une réponse. Demain, enfin quand je dis demain, en fait, c'est déjà le cas aujourd'hui, on va aller vers des applications de plus en plus complexes. Et les modèles seront plus petits, plus spécialisés. Ils seront des agents dans le système d'information capables d'aller prendre des actions, interagir avec différentes applications, CRM, ERP ou d'autres modèles. Et donc ça, les modèles vont être au cœur des systèmes d'information et se comporter comme des agents. Mais si on n'a pas franchi les premières étapes pour apprendre à utiliser les modèles, déployer des premiers cas d'usage simples, entre guillemets, même au cœur du système d'information, cette courbe d'apprentissage elle va être plus longue. Et je pense que ceux qui l'ont déjà fait et qui avancent feront la différence d'ici quelques mois ou années sur leur marché. Merci Guillaume. Pierre-Alain? En quelques secondes, une stabilité réglementaire et arriver à chasser en meute, mais vraiment, hein, que ce soit grand groupe, start-up & co,
pour réduire le delta qu'il y a entre les injonctions politiques. Nous voulons être les meilleurs en intelligence artificielle, et après des règlements qui nous disent on veut être les meilleurs, mais il ne faut pas des modèles trop puissants. Ou, comme disait Mario Draghi cette semaine, il faudrait peut-être investir aussi 800 milliards d'euros par an pour rattraper tout ça. Donc, on a déjà passé l'étape de cette naïveté française et européenne sur les nouvelles technologies. Mais maintenant, on a d'autres choses à rentrer sur les financements et sur une stabilité dont les grands groupes appellent à une action très très rapide sur ces sujets. Le rapport de Mario Draghi que je recommande de regarder. Bon, c'est 400 pages, hein, donc si vous avez un week-end à passer, mais qui est formidable en fait. Le Mistral peut vous aider à résumer ce rapport en quelques phrases. Très bon, très bon. Bien joué. Très très bon. Bon, merci à vous trois. S'il y a des questions, en fait, on va prendre une ou deux questions dans la salle. Ça, dès qu'on parle d'assurance, il n'y a pas de questions, Didier. Non, pas de questions. Si, monsieur. Ah, il faut donner peut-être un micro à monsieur. Ouais. Donc, voilà ma question. Donc, Nicolas Boucher et AI Finance Club. Qu'est-ce que vous recommandez pour la formation des employés? On a parlé beaucoup de stratégie, de la vision, mais tu parlais qu'il fallait la courbe d'apprentissage passe par les employés. Merci. Guillaume, oui, la réponse elle est simple effectivement. Et je pense qu'il faut les former. Et il faut faire parce que si on les entraîne si on les forme et qu'ils ne font pas derrière, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, nous, on a un rôle pour accompagner les entreprises là-dedans. Par contre, on est une entreprise de 80 personnes. On croit, bien sûr, mais on n'a aucune capacité de former à l'échelle. Et pour ça, on s'appuie plutôt sur un réseau de partenaires. Je suis sûr que Didier, côté Deloitte, aura des choses à dire sur la formation à la GenAI. Tout à fait. Pierre-Alain, d'abord, peut-être un mot sur cette bonne question sur la formation, bien sûr. Nous, on invite déjà à repenser la culture d'entreprise sur la veille et la prospective. C'est-à-dire comment inviter, peut-être avec des temps et des séquences dédiées, à anticiper la transformation des métiers au regard des nouvelles technologies. Donc voilà, repenser mon métier de demain, travailler avec l'ensemble des salariés et des parties prenantes les sujets de transformation. Et après, les organismes de formation, il y en a plein sur la place. Vous avez du Simplon qui a fait quelque chose d'exceptionnel à la SNCF, par exemple, ou bien d'autres. Nous, on pourra vous pouvez m'écrire aussi, si vous voulez des types de formation. On a une académie, FTCC Academy, qui se préoccupe de ces sujets-là. Et donc, on pourra vous orienter vers les formations françaises. Mais vraiment, on invite à cette culture d'entreprise. Il ne faut pas que ce soit juste des salariés un par un qui vont se former chacun à leur tour, là, et qu'il n'y ait pas de cohérence d'ensemble sur le sujet. On veut parler du déploiement assez rapide dans les entreprises des IA Academy. Ce n'est pas très original, mais ça permet au moins de donner un tronc commun à ces nouvelles méthodes de travail, notamment sur la partie prompt, des sujets comme celui-ci, pour former des collaborateurs. Moi, je trouve que j'aime bien parce qu'on partage, je pense, tous en commun ici le même point sur l'impact des nouvelles technologies. Et pour l'avoir travaillé avec Pierre-Alain à l'Élysée, c'est qu'on laisse personne sur le carreau. Donc, il y a un phénomène de reskilling des collaborateurs aujourd'hui. Et ça, je trouve, on prend l'exemple, à la SNCF, ce que disait Pierre-Alain, où près de 600 cheminots ont été reconvertis du jour au lendemain à l'IA ou à l'informatique. Donc, c'est ça qui est vertueux aussi. Ça, c'est très important parce que d'entendre des messages tous les jours où ça va détruire des emplois, de la productivité. On a fait un bilan mondial à la French Tech Corporate justement sur le sujet. Au contraire, en Asie où là, effectivement, il y a peut-être moins de paliers, effectivement, ils constatent plutôt de la création d'emplois. Et nous, on est assez favorable au fait de dire que l'entreprise, méfiance, attention avant de se dire j'ai des plans de reskilling, j'ai un plan effectivement de faire évoluer mes collaborateurs à ces nouveaux métiers parce que ne serait-ce que sur la partie prompt engineer, c'est quand même, il y a une dimension littéraire, ça combine énormément de compétences différentes. Et voilà, il faut donner cette chance et cette opportunité aux collaborateurs. OK. Ah, il y a une dernière question, je suis désolé, parce qu'après, on doit laisser la place. Voilà. Allez-y, monsieur. Alors, effectivement, je voulais renchaîner sur ce que disait monsieur Denovo. Est-ce qu'on peut, en mettant l'accent à fond sur les systèmes white box, permettre aux entreprises d'avoir une forme de maîtrise, et au niveau des salariés, de pouvoir mettre les mains dans le cambouis, mettre les mains dans
Nous, ça a été notre pari et ça fait le lien avec la question précédente. Nous, notre acculturation, on l'a faite en 2 fois. Déjà, en allant expliciter à tous les collaborateurs via des vidéos, via des communications, partout où il y avait déjà de l'intelligence artificielle qui rentrait via un cheval de Troie, qui est le progiciel. On utilise plein de progiciels, donc en fait, nos collaborateurs utilisent plein de fois de l'IA sans le savoir. On a essayé de leur expliciter ça. Et la deuxième chose, ça a été de leur faire un bac à sable et leur mettre les mains dans le cambouis. Nous, on a juste regardé à quel point ils allaient se connecter sur le web pour aller taper des questions dans les LLM. Et on a vu que c'était énorme et qu'il y avait probablement des grosses fuites de données. Donc nous, on leur a mis un copilot en disant, voilà, utilisez celui-là, utilisez les données de la boîte que vous voulez. Ça, c'est un bucket qui nous appartient, il n'y a pas de danger. Faites-vous votre expérience. Et comme ça, vous allez peut-être comprendre un peu ce qui se passe avant qu'on passe à une échelle suivante. Parce qu'après, il faudra leur donner des systèmes qui soient capables de comprendre, de s'expliquer. Très bien, écoutez, merci à vous tous, en tout cas, d'avoir participé à cette conférence. Merci à vous. Merci, bonne journée, merci.